Troisième épisode d'Enquête de faïence, toujours en compagnie de Claude Brossier. Bonjour Claude. Bonjour. Le mois dernier, en fin de chronique, vous nous aviez un peu mis l'eau à la bouche. On est allé du côté des États-Unis en nous parlant de pièces exceptionnelles qui ont été produites à la Villa du Rond. C'est des pièces qui ont une destinée hors du commun. Et donc on va commencer cette enquête. On va pas aller très loin pour le début. Vous en conviendrez, on va aller du côté de Blois, le château préféré des rois de France à la Renaissance. Effectivement, mais dans un château royal. Et là, on peut dire pièce exceptionnelle, enquête exceptionnelle, histoire exceptionnelle. Cadre exceptionnel. Cadre exceptionnel. Allons-y, Claude. Donc là, nous sommes effectivement dans la résidence favorite des rois de France à la Renaissance, au château de Blois. Que s'est-il passé au château de Blois ? On va remonter un petit peu, quelques dizaines d'années en arrière. Il y a eu une exposition d'instruments de musique en céramique avec plus de 300 objets, une exposition importante, qui a eu lieu en 1984-1985, précisément, entre le 15 décembre et le 27 janvier. Cela a donné lieu à la production d'un catalogue d'exposition, on dira plutôt un ouvrage, un livre, parce qu'il est quand même très intéressant. Je l'ai entre les mains, je confirme, c'est un livre. Voilà, c'est pas juste un petit catalogue. Non, le terme n'est pas adéquat. Et donc cet ouvrage a été rédigé par Claude Armand Masson, qui était collectionneur parisien, aujourd'hui hélas décédé. Et donc ça nous permet de garder mémoire de ce moment exceptionnel, parce que c'est vraiment une mine d'informations. À l'époque, comme aujourd'hui, l'emploi de la faïence pour la fabrication d'instruments de musique, c'était une technique qui était quand même très complexe. C'est toujours très complexe aujourd'hui. On trouve peu d'instruments de musique dans le monde de la céramique, que ce soit de la faïence ou de la porcelaine. Et puis, ce n'est quand même pas si ancien que cela, puisque ce n'est pas antérieur au XVIIIe siècle. Ça a été surtout, on va dire, un développement au niveau du XIXe. Si on prend un instrument que tout le monde connaît, un violon, un véritable violon, l'exécuter en faïence, c'est fort complexe. Un corps de chasse avec plusieurs enroulements, vous imaginez la complexité. Évidemment, c'est une reproduction assez souvent grandeur réelle. Ce n'est vraiment pas à faire aisée. Et un faïencier, on va dire, de la Sarthe, me disait récemment qu'il ne s'aventurerait pas dans la confection de ce type d'objet aujourd'hui, tellement c'est complexe. Peut-être un savoir-faire qui a été oublié ? Pas forcément, parce que c'est quelques pièces que l'on va parler. Je vais le redire tout à l'heure. Soit c'était des pièces uniques ou vraiment en quantité très très limitée. Série limitée, comme on dit. Série limitée. Et on ne peut pas le savoir, mais il y a eu sûrement beaucoup de casses à toutes les étapes de la production. Donc, est-ce que les faïenciers, en fait, suivaient une mode ? Parce que sans doute que les modes changent. Oui, effectivement, les modes changent. Je voulais juste ajouter, c'est un directeur des faïenceries de Quimper qui a porté une illustration sur le travail, la difficulté pour réaliser le décor sur une seule face du violon. On va dire la face avant. Eh bien, il disait qu'il y avait plus de 16 heures de travail d'un peintre en céramique expérimenté. Là, on est juste sur le décor d'une face. On ne parle pas de la face arrière parfois qui était décorée, ni du profil du violon, ni bien entendu toutes les premières phases de confection du violon. Là, on peut parler de travail d'orfèvre. Oui. Carrément, oui. Le terme n'est pas galvaudé, c'est pas une facilité de gangage, c'est vrai. Oui, puis il y a eu vraiment des pièces exceptionnelles, mais on pourra passer des heures à en parler. Ce n'était pas simplement l'apanage de Bonnétable. Donc là, on va cibler quelques pièces que lors de mon enquête, j'ai pu repérer au niveau de cette exposition dans ce livre. On va parler, alors tout le monde ne connaît pas forcément ce terme, d'un olifant. Un olifant, c'est pas un animal avec une trompe ? Non, parce c'est entre l'éléphant et l'oriflamme. Voilà, c'est ça. Et là, on n'a pas le PH, c'est un F. Oui, c'est ça. Donc un olifant, on peut dire également que c'est une corne de chasse, un instrument de musique à vent. Et celui-ci, le numéro 104 de l'exposition. Que j'ai devant les yeux je dis bien le livre et pas le catalogue. Voilà, avec deux photos. Deux photos, une en noir et blanc, une en couleur. Chose rare pour l'époque au niveau des photos couleurs. Donc c'était une pièce décrite à décor dans le goût de Rouen en camailleux bleu sur fond blanc avec une terre rosée.
de forme légèrement aplatie. Ce n'était sans doute pas voulu parce que normalement ça aurait dû être une forme plus cylindrique. Donc lors de la première phase de fabrication, lors du séchage, peut-être que ça s'est aplati. Pavillon ovale, donc de fait, avec des craquelures larges. Je poursuis la description qui est dans ce catalogue. Quelques défauts de cuisson et 2 anneaux de suspension en faïence. Il porte un très beau décor de scène de chasse sur une face, un cavalier avec des chiens, 3 qui poursuivent un sanglier en forêt, et sur l'autre face, des fleurs et des papillons. Le chasseur, on voit qu'il a effectivement une arme, il a un cheval, on dirait presque un cow-boy. Voilà, magnifique scène. Magnifique scène, effectivement. Et de l'autre côté, des fleurs. Combien mesurait cette pièce ? Eh bien, grande dimension. Déjà, je vais situer aux auditeurs, un olifant, on a vraiment l'impression là, d'avoir un corps de chasse. Hein. Oui. C'est la forme, c'est ça. Ah oui. Il faut imaginer, parce qu'olifant, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Presque 50 cm, 46 cm de longueur. Est-ce qu'il était utilisé ou c'était juste un objet de décoration ? Celui-là pouvait être utilisé. On verra pour certains objets, c'était vraiment un objet de décoration au niveau instrument de musique. Sans doute qu'en faïence, il ne devait pas sortir tous les jours. Ça se casse, hein. C'est pas... non. C'est pas un corps de chasse que l'on sort tous les dimanches. Non, pas très habituel pour la chasse. J'imagine, oui. On ne sait pas, c'est quoi le bruit qui en sortait ? C'est un bon... On va dire que ce n'est pas d'une grande qualité musicale. Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment entre la décoration et l'usage. Néanmoins, là, sur cet instrument, là, on a un son qui ressort. Ok. Dans la description, et c'est intéressant, donc il était dit il était écrit, provenance nord de la France ou Hollande, 18e siècle. Bon, il s'avère que ce n'était pas tout à fait ça, et on va le voir dans les autres pièces qui ont été exposées au château de Blois. À chaque fois, pour ces quelques pièces, on avait la même provenance citée, et puis 18 ou 19e, mais avec des points d'interrogation. Donc il y avait un flou, effectivement, à l'époque. Cet instrument était tout simplement la possession de l'auteur du catalogue. Il provenait de la collection Claude Armand Masson, qui lui-même détenait ça d'un autre collectionneur de faïence de Blois, un dénommé Charles Petit. Pourquoi cette erreur, nord de la France ou Hollande ? Fallait bien essayer de donner une provenance potentielle. C'est plus vendeur que la Sarthe ? Parce que tout simplement, c'était pas connu. Hein. Ah oui. Donc, les experts de l'exposition à l'époque se sont dit peut-être, parce que le nord de la France, il y avait de belles faïenceries, en Hollande également. Donc, pour eux, potentiellement, et tous les décors de Delft, assez souvent, font penser à cela au niveau des professionnels, des experts. Mais là, il y avait des erreurs d'attribution manifestes par méconnaissance. Et comment ils ont été attribués, du coup, à Bonnetable ? Eh bien, ça, c'est au niveau de l'enquête. Hein. Au niveau de l'enquête, tout à l'heure, on parlera d'un piano un peu particulier, piano girafe. Et donc, Bonnetable, et c'est dans mon livre, donc il y a eu des instruments de musique piano à queue qui ont été produits, dont l'un d'eux a une marque irréprochable, la marque au tampon, la Villa Sarthe Bonnetable. Là, au moins, c'est noté. Voilà, donc ça, c'était un indice au niveau de l'enquête, et ça a permis de remonter sur d'autres instruments au niveau identification. Là, juste à côté de l'olifant, j'ai un serpent en faïence. Ça fait peur. Hein. Ben oui, un serpent. Un serpent, tout simplement. Un serpent. Il n'a pas l'air content, là. Non, effectivement, il n'est pas très sympathique. Il n'est pas très sympathique. Combien mesure ce serpent ? Eh bien, ce serpent est d'une longueur de 65 cm. Comment on fait de la faïence qui ondule ? C'est un travail là, pour le coup, à chaque fois, le travail est titanesque. C'est un travail de modelage au départ. La terre, lorsqu'elle est travaillée, est très souple, bien entendu. La grande difficulté, c'est d'assurer à l'intérieur un conduit, et puis de garder cette forme-là, d'assembler la gueule, on va parler tout de suite, qui est une partie moulée. Donc là, ce serpent, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire au niveau des instruments de musique ? Ce serpent, en fait, est une trompe avec 4 trous. Je ne vous parle pas trop du son qui devait être émis par cet instrument. Là, je suis quasi sûr que la qualité musicale n'était pas là. Ah, c'était pas le but. Non, c'était pas le but. Donc lui aussi, il est un peu dans le goût de Delft en camailleux bleu, avec motif floral. Le pavillon, si on peut parler de pavillon, eh bien effectivement, à la forme d'une tête de serpent, peu sympathique, comme on le disait, ou de dragon, pourquoi pas, à la gueule ouverte. Il y a 2 rangées de dents que l'on voit très bien, qui semblent acérées, et puis 2 grands crocs de chaque côté. On voit un fort relief remarquable sur cette gueule.
Et là encore, dans la description du catalogue, du livre, c'était la même provenance supposée. Pour finir avec cette exposition de Blois, on va peut-être aller aux instruments à cordes. On va aller aux instruments à cordes. On va en décrire, le temps file, on va en décrire un. On va en décrire un, et bien on va décrire une superbe mandoline, numéro 157. Hop, je prends mon catalogue et je vais... Page 150. Enfin, je crois qu'il y a 2 illustrations, page de droite et de gauche, me semble-t-il. Une mandoline. Effectivement, oui. Voilà, bon souvenir. Donc là aussi, donc on a une terre rosée. Toujours le même collectionneur, hein, Claude Armand Masson. Oui, alors par contre le serpent, c'était pas le même collectionneur. Ah oui, effectivement, on est revenu en arrière. C'était un collectionneur londonien. On est revenu à l'olifant. Oui, l'autre a voyagé jusqu'en Angleterre, apparemment. Voilà, on avait une autre source. Il a traversé la Manche. Voilà. Donc là, on a un très très beau décor, puisqu'on voit des... Alors, sur la face avant de la mandoline, on a des ornements rocailles en relief. Ils ne sont pas simplement peints. Et puis, on a donc sur cette face avant des personnages en costume du 18e, hommes et femmes qui s'entretiennent dans un paysage. On voit à l'arrière des côtes qui sont en relief. Et ça, c'est vraiment inattendu. Là aussi, il est décrit même origine avec un point d'interrogation, 19e point d'interrogation. Toutes ces pièces n'ont pas de marque, ce qui fait effectivement pouvait faire douter au niveau des experts. Combien mesure cette mandoline ? Eh bien, cette mandoline, grande longueur également, 56 cm. Elle produisait un son ? Non. Non, là on est dans la décoration. Voilà. Uniquement dans la décoration. Ce qui est intéressant sur ces pièces que l'on parcourt ensemble, il était écrit, il est toujours écrit sur ce livre, hein, je cite, elle semble être de la même origine que les instruments décrits sous les numéros 104, olifant, 107, trompe-serpent, 158, guitare, etc. Donc l'analyse était tout à fait exacte. Donc on la confirme maintenant, simplement, c'était pas nord de la France. On arrive à la moitié de l'émission, on va retraverser l'Atlantique, parce que le mois dernier on était aux États-Unis, et là on va retourner cette fois-ci en Californie. La dernière fois vous nous disiez qu'on était plus sur des pièces qui ont été retrouvées dans l'Est, côte Est des États-Unis. Il y a des exceptions qui confirment la règle ? Oui, effectivement. Une exception, on va dire majeure, exceptionnelle, hein, puisque là nous allons aller du côté de la Californie, à San José. Donc cette magnifique faïence, extraordinaire faïence, a été retrouvée là-bas. Son propriétaire actuel la qualifie de, je cite, beauté unique, c'est dire. C'est une immense lampe à pétrole. Immense lampe à pétrole, on va essayer de la décrire très rapidement. Immense, déjà presque 1 mètre. Presque 1 mètre de haut. Ça doit être lourd. Ah, j'imagine. Ah, j'imagine qu'il faut faire des biceps. J'imagine. Ah oui. Et puis on ne la déplace pas chaque fois qu'on fait le ménage. Non, puis j'imagine qu'on peut avoir quelques craintes pour la déplacer. J'imagine que le propriétaire ne doit pas faire le ménage lui-même, ou tout du moins pas à l'époque. Donc rapidement, imaginez, chers auditeurs. Enfin, moi, je ne l'imagine pas parce que je l'ai devant les yeux. Oui. La photo, je tiens à bien le dire, pas la lampe. Donc, on va essayer de décrire rapidement cette lampe. Donc, on a une base carrée, 25 cm par 25 cm, ce qui n'est déjà pas rien. On a de forts reliefs rocailles. Cette base est surmontée par un premier globe, on va dire ça comme ça, une sphère un petit peu aplatie, de taille assez réduite. Au-dessus, on a une colonne non pas cylindrique, à section carrée, qui est relativement haute. On poursuit, on remonte, on prend de la hauteur. Au-dessus de cette colonne, on trouve un second globe de taille plus importante. Et enfin, au-dessus de ce globe-là, il y a, puisque c'est une lampe à pétrole, lampe à kérosène précisément, il y a un réservoir en faïence, qui est décoré sur les 4 faces avec de très belles scènes de paysages et scènes galantes. On sent quand même le style bonnétable, à chaque fois, sur chaque pièce, il y a le même teint de bleu, c'est pas le même décor, des fois ça va être un chasseur, là c'est un couple, mais on sent qu'il y a une sorte de patte, tout simplement. Voilà, et c'est pour ça que... Ça se transmettait de faïencier en faïencier ? Ou c'est peut-être le même ? Décorateur, parce que les décorateur n'étaient pas nombreux, oui. Tout simplement. On a parlé du personnel, c'était une minorité, c'est ça ? Voilà. Et donc, en dessous de ce réservoir, on parlait de têtes de dragon tout de suite, et bien là, on trouve des petites têtes de dragon, 4 précisément, en dessous de ce réservoir. Cette lampe, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une lampe à pétrole, la partie vert qui ne vient pas de bon état, qui a été achetée, bien entendu. On a un magnifique globe
en verre de presque 30 cm de diamètre, un verre jaune, sur lequel donc était gravé un décor de dragon gravé et doré. Par contre, la lampe était utilisable. La lampe était utilisable. À l'époque, aux États-Unis, ça s'appelait une lampe de banquet. Je pense que on devait l'utiliser pendant les repas, peut-être. Ben voilà, tout simplement. Sans doute, oui. C'est 1 mètre de hauteur, vous voyez que... On la sortait pas tous les jours. Oui, et puis ça pouvait quand même pas mal éclairer. Oui, j'imagine que là, oui. Donc le propriétaire actuel avec qui j'ai dialogué et puis qui m'a autorisé de publier les photos de son objet dans mon livre, me disait que ça c'était très porteur fin 19e au niveau du marché américain. Ce propriétaire a une collection vraiment extrêmement intéressante, une collection unique de lampes américaines. Donc là, pas seulement en faïence. Comment vous l'avez retrouvé ce collectionneur ? Sur Internet, parce que donc par ailleurs il est marchand et ça a été le point d'entrée. On a dialogué ensemble après. Ça a été dur de le cibler, de le trouver. Là, il y a forcément un effet hasard. Ah oui, forcément. Dans les recherches, on peut passer à côté de certaines informations, certains indices. Et là, j'ai eu la chance de trouver ce collectionneur, ce professionnel. Donc il a une collection extrêmement intéressante, 115 lampes, imaginez, toutes plus rares les unes que les autres, voire uniques. Puisqu'on est aux États-Unis, on va poursuivre notre voyage dans les musées et pas dans n'importe quel musée. Là, on vise du haut de gamme. Là. Ah, on vise du haut de gamme. On va au Met. Au Met, tout simplement. Pour nos auditeurs, Metropolitan Museum Art of New York. Ouais. Non, Metropolitan Museum. Museum. Art, c'est moi qui l'ai rajouté là. Oui. Art, vous êtes un peu en avance, on ira dans un autre musée tout à l'heure. Effectivement, oui. Donc là, on reste au Met. Voilà. Donc le premier musée au niveau des États-Unis. Et là, on est sur un exceptionnel instrument de musique, un cor de chasse, une trompe de chasse, avec 3 enroulements de dimensions respectables, puisqu'on a le diamètre des 3 enroulements de 41 cm, une bonne quarantaine de centimètres, hauteur totale 55. Vous imaginez le pavillon, 27 cm de diamètre. Comme on le disait tout à l'heure, on peut imaginer la difficulté pour produire ce type de pièce. Il devait être lourd. Ah oui, il devait être lourd, effectivement. Il produisait un son ? On peut en douter. Bonne question. Je pense que la réponse est son relativement médiocre. Et puis, quand même, à aller chasser avec une pièce comme ça, on aurait peur de la faire tomber. Parce qu'en général, on imagine la chasse à court, on a tendance à gesticuler, à faire du cheval. Enfin, on a vite fait de la casser, quoi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une histoire. Ça a été une donation qui a été faite au Met. On parle de la collection Brown. Donc, en fait, c'est une donation de Mary-Elizabeth Adams Brown, écrivaine américaine, et cet objet était présenté dans le catalogue d'instruments de musique Crosby Brown Collection de 1889. Par méconnaissance, là encore, comme on l'a évoqué au niveau de l'exposition précédente, il était décrit d'origine allemande. Donc son histoire, on va aller vite parce que le temps passe. J'ai retrouvé des extraits d'une lettre de Mary-Elizabeth Brown qui s'adressait le 16 février 1889 précisément aux administrateurs du Metropolitan Museum de New York. Et donc elle leur disait « Je présente par cette lettre au musée, si vous la jugez digne d'acceptation, ma collection d'instruments de musique. Elle compte actuellement 270 instruments, principalement ceux de peuples lointains, avec quelques spécimens européens intéressants. Les instruments ont tous été soigneusement catalogués, des dessins, des descriptions et des mesures précises à la plume et à l'encre ont été préparés. J'espère poursuivre mon travail et y apporter des compléments de temps en temps. La collection a de la valeur dans son ensemble, car elle illustre les habitudes et les goûts des différents peuples. Elle deviendra chaque année plus précieuse, tout comme de nombreux instruments. Les objets actuellement présents dans la collection disparaissent rapidement et même aujourd'hui certains d'entre eux ne peuvent pas être remplacés, effectivement, tant ils étaient rares. Et donc, cordialement, Mary-Elizabeth Brown. On va poursuivre et là, il nous reste quelques minutes. On va s'attarder, si vous voulez bien, sur 2 pièces qui ont attiré mon attention, et la vôtre avant moi, parce que c'est vous qui êtes venu avec les documents, on ne va pas cacher ça aux auditeurs. Tout d'abord, une pendule que l'on croirait sortie d'un conte de fées. D'un conte de fées.
Oui, pourquoi pas, parce qu'on Pendule en forme de château. Oui, voilà, une forme de château. Imaginez un château féodal, un château fort. Un château féodal, mais un peu un château Renaissance avec les couleurs. Il y a un petit côté, c'est pour ça que je parle avec les couleurs, mais au niveau des formes, on a Oui. 2 tours flanquées donc à droite et à gauche. Hein. On trouve, quand on regarde bien, on trouve des meurtrières. Mèche-coulis, donc également en façade, porte d'entrée massive, avec une date 1300 au-dessus de la porte d'entrée. 1393. Voilà, bon, la pièce ne date pas bien sûr. Bon, on imagine que c'était choisi, c'est un peu arbitraire là. Oui, mais c'est pour faire rêver. Ça, c'est ça, oui. Donc effectivement, vous avez parlé de la position du cadran de la pendule. Là encore, une pièce de dimension importante, une cinquantaine de centimètres de haut et de 33 centimètres de large. Très riche décor, effectivement, qu'on vient de le dire. Toujours sur du bleu, mais cette fois-ci du bleu et du doré. Un petit peu, oui. C'est pas forcément les mêmes couleurs qu'on a retrouvées sur les pièces précédentes, une raison particulière? Alors là, c'est une question technique parce que donc l'émail peut être puisque là on est dans les bleus, ça peut être un bleu plus soutenu ou pas. Et puis après, tout dépend de l'épaisseur de l'émail, puisque donc on décore à cru, directement sur le biscuit, c'est-à-dire la céramique, la terre, l'argile qui a été cuit, hein, première cuisson, on décore directement dessus. Et si on met un petit peu plus épais, on aura un bleu plus épais et donc plus foncé. Cette pièce... 51 cm, c'est ça? 51 cm. Belle pièce. Et bien, toujours pour vous faire rêver dans cette enquête incroyable, eh bien, elle est, vous parliez tout à l'heure par inadvertance, Musée des Arts. Donc là, effectivement, c'est au Musée des Arts de Chicago. Oh, rien que ça. Rien que ça. Effectivement, en fait, j'ai anticipé votre future réponse. Voilà. Et là, donc, on est sur le 2e musée d'art des USA, après le Met. Donc, encore une pièce exceptionnelle aux États-Unis. On va finir en beauté, là. Là, cet automne sort le film de Ridley Scott sur biopic sur Napoléon Ier avec Joaquin Phoenix. Napoléon, apparemment, a inspiré les faïenciers de Bois-l'Étable. Et oui, et là, on revient en France. Toujours dans un lieu prestigieux, hein, enquête particulière, enquête exceptionnelle. On va parler d'un pichet anthropomorphe qui représente Napoléon Ier. Napoléon Ier en pied. Hein. En pied, je me permets de vous couper, tel qu'on se l'imagine, c'est-à-dire c'est un bicorne ou un tricorne qu'il a ? Un bicorne. Avec son bicorne, la main sous le veston. Tout à fait. C'est Napoléon tel qu'il a été représenté. D'ailleurs, c'est même lui qui jouait sur cette image. Exactement. Et là, il est en pichet avec la poignée dans le dos, si vous me permettez. Voilà, exactement. Donc, à la fois, c'est une pièce que l'on peut se servir, parce que là, c'est un véritable pichet. Et puis, à la fois, c'est une pièce de décor assez incroyable. Et toujours pour vous faire rêver, cette pièce, où est-elle en France ? Eh bien, si on parle de Napoléon, on peut penser à la Malmaison. Parce que c'était le château de sa première épouse, Joséphine de Beauharnais. Et voilà. Et donc, il est au Musée national des châteaux Malmaison et Bois-Préau. Donc, très très belle pièce. Je n'en parlerai pas plus que ça, mais vous parliez de Joséphine. Hein. Mm-hmm. Joséphine existe également, à l'instar de Napoléon, représentée cette fois-ci en forme c'est plus un statuaire, avec des décors similaires. Peut-être parce qu'elle n'a pas la forme d'un pichet, contrairement à Napoléon. Alors, je n'ai pas vu effectivement en forme de pichet, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais là... Napoléon était plus trapu, il fait plus pichet en fait. Oui, mais là, Joséphine, et je vais faire un petit peu de teasing, Joséphine, on va le retrouver dans une autre, pas la prochaine, mais dans une autre émission, chronique. Ouais. Le pichet, il était utilisable, on pouvait mettre de l'eau dedans? Oui, on pouvait. En fait, c'était quoi? Il suffisait tout simplement d'enlever le bicorne, le chapeau? Ah non, à l'intérieur du bicorne, donc là, c'est l'entrée du pichet. Ah, carrément, oui, effectivement, on voit sur le chapeau qu'il y a le trou. Voilà, tout à fait. Et sur le pichet, alors, j'ai pas dû donner sa taille. Non, je ne crois pas. Voilà, 34 cm, donc c'est quand même assez respectable. Beau pichet, hein. Oui. Toujours du joli bleu. Toujours du joli bleu. Est-ce qu'on parle de bleu Bois-l'Étable, non? Non, pas forcément. Je viens de l'inventer. Voilà. Et donc, celui qui est décrit, que vous avez sous les yeux et qui est dans le livre, c'est un modèle similaire à celui qui était à la Malmaison. Celui-là porte, faut vraiment faire attention. À l'intérieur de l'anse, il y a une marque un peu énigmatique avec 3 lettres HGR. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien... Vous le saurez dans une prochaine chronique, parce que là, il y a une nouvelle enquête qui s'impose pour découvrir cette mystérieuse signature
et puis pour découvrir d'autres marques de la villa. La suite au prochain épisode. Au prochain épisode.